go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 73e épisode du Fast Food Podcast. 2 semaines sont passées depuis l'épisode de la Free Agency. Il en est passé des choses, des joueurs sont arrivés, des joueurs sont partis. On a aussi encore des questions sur beaucoup aussi de noms, beaucoup de postes. On va en parler toujours avec l'équipe habituelle, Gonzague, Olivier et Kevin. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut. Hello. Donc on va en parler de tous ces mouvements qu'on a eu déjà depuis sur les 2 premières semaines de la Free Agency, qui n'est pas terminée, même si le gros du travail a quand même été fait. On va faire un petit poste par poste logique pour parler un petit peu de tout ce qui s'est passé. Commençons par le commencement, le poste de quarterback. Sam Darnold est parti du côté des Vikings, où il est attendu pour l'instant en tout cas comme potentiel titulaire en attendant peut-être l'arrivée d'un jour à la draft. Pour une saison de $10 millions. Pour le remplacer, on a recruté Joshua Dobbs, qui jouait lui aussi chez les Vikings, qui a joué aussi l'année dernière chez les Cardinals, pour $2,2 millions par an. Kevin, qu'est-ce que ça t'inspire, ce remplacement de Sam Darnold par Joshua Dobbs ? On l'avait dit, Sam Darnold semblait déjà avoir un pied dehors au moment où on a enregistré la preview de la Free Agency. On s'est pas trompé là-dessus et s'est orienté vers les Vikings. C'était quand même une inquiétude de mon côté de me dire on avait quand même un backup très 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 solide à l'échelle de la NFL. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui avaient un QB numéro 2 capable de rentrer sur le terrain et d'avoir le niveau que pouvait afficher Sam Darnold. Et puis finalement, plutôt content de voir arriver un Josh Dobbs que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il a été très très bon l'année dernière avec les Cardinals, puis une bonne arrivée avec les Vikings, avant de plonger un peu, mais dans une équipe où c'était quand même compliqué pour lui de performer. Et là, on se retrouve vraiment, encore une fois, avec un quarterback numéro 2 très solide. Il a aussi une dimension où il peut sortir de sa poche et apporter cette qualité de déplacement que Darnold n'avait pas du tout. Donc je suis plutôt content et plutôt excité. Et j'ai déjà hâte à la pré-saison de voir ce que peut faire Dobbs avec un ballon. Gonzague ? Je suis assez d'accord avec Kevin sur l'ensemble de ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que vraiment, le départ de Darnold, j'avais très peur d'un downgrade à la position. Et en fait, Josh Dobbs, c'est très malin. Si vraiment je devais ressortir une expression de l'arrivée de Dobbs, c'est malin. Parce qu'on a en effet un quarterback qui a montré de belles choses, qui est très team-friendly. C'est quelqu'un qui n'a jamais posé de problème, quelqu'un de très intelligent. Dans un roster, il rentre parfaitement. Ses coéquipiers l'aiment bien. Et surtout, en termes de style de jeu, je trouve pas ça incohérent par rapport à ce que fait Brock Purdy sur un terrain. C'est-à-dire que demain, Purdy se blesse. On n'aurait pas besoin intégralement de changer le cahier de jeu. Je pense qu'il y a des qualités chez Dobbs qu'on peut retrouver chez Purdy et inversement. Et c'est pour ça que je trouve pas ça inintéressant du tout. C'est que vraiment, on va vraiment sur... on va pas être si impacté que ça sur les schémas. Et je trouve que pour un remplaçant, c'est un élément qui est assez important de manière générale. Donc voilà, si je devais retenir un terme, c'est le terme malin. C'est très malin cette signature. Surtout pour un très très bon Olivier. Oui, les copains ils ont dit quasiment la totalité des choses. Moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est que il est à 2,75 millions. Donc pour la saison, c'est même moins de 2 millions. Même moins, 2,250 millions. 250, donc c'est à l'échelle, je vais dire un gros mot, parce que c'est un gros mot, à l'échelle de la NFL, c'est gratuit, quoi. Je veux dire, pour avoir un QB2 qui, en plus, il a joué la saison dernière. On n'est pas sur un gars qui a pas joué du tout, qui serait un quarterback 2 comme il y en a qui font de franchise en franchise sans jamais jouer. Mais non, il a joué, je l'ai trouvé pas mal intéressant. J'avais été surpris d'ailleurs que les Cards le laissent partir, parce que je trouvais qu'il faisait du très bon boulot aux Cards quand il a remplacé le petit Kyler Murray. Donc moi je suis très très content par rapport au prix où on va le payer. Donc déjà un très très bon point, mais c'est pas ma signature préférée. Moi, j'ai beaucoup aimé ce move, cette arrivée de Dobbs. Vous l'avez tous souligné. Style de jeu très bon, mentalité excellente, aucun problème. Si le mec est si le mec est depuis aussi longtemps
en NFL, alors que c'est vraiment l'année dernière, la première saison qu'il a joué, c'est parce que le mec dans un vestiaire, il pose aucun souci. Au contraire, il fait du bien à une équipe, mec très intelligent, on le sait, on connaît toute l'histoire, ingénieur aérospatial, etc. Tatati tatata. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est un bon joueur de football et il l'a prouvé à Arizona. Dans une équipe avec personne autour de lui, il a réussi à faire des belles performances à Minnesota au début. Et puis après, tu l'as très bien dit, Kevin, enfin, quand t'as pas de Justin Jefferson à Minnesota, c'est quand même compliqué de jouer au football. Mais il a montré des belles choses. À ce prix-là, c'est cadeau. Il va retrouver son pote d'université, Jawan Jennings. Ils étaient à Tennessee ensemble. Ils ont fait les 400 coups ensemble. La fameuse passe de Jawan Jennings au Super Bowl, il l'avait faite pour Joshua Dobbs à l'université, ce jeu renversé. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui font plaisir pour Joshua Dobbs. Pour Sam Darnold, pas surpris de le voir partir. C'était sympa pendant que ça a duré. Il est allé chercher ce qu'il voulait, c'est-à-dire un plus gros contrat et potentiellement une chance de jouer l'année prochaine, puisque soit il sera titulaire, soit il aura un rookie avec lui et il aura quand même son occasion de jouer avant de laisser la place à un jeune. Donc moi je trouve que c'est gagnant-gagnant un peu pour tout le monde, parce qu'on va récupérer peut-être ce qui se faisait de mieux en tant que backup sur le marché des agents libres à un prix défiant toute concurrence. Oui, et puis ce que tu dis, c'est vrai par rapport à Darnold, ça prouve aussi qu'on travaille toujours aussi bien à San Francisco. Parce que le gars, il vient, il fait une saison, pendant une saison, il s'est racheté une virginité au but de la ligue. Quand on sait que c'est le même cycle de contrat qu'il avait pris l'année dernière, votre collègue au Buccaneers, ben voilà, quand on voit comment ça se passe ensuite, moi, c'est tout le mal que je lui souhaite à Sam Darnold, qu'il se retrouve titulaire comme Baker Mayfield est devenu titulaire au Buccaneers. C'est tout le mal que je lui souhaite. Ouais. Alors c'est sûr, vu les moves que sont en train de faire les Vikings, la probabilité que Darnold soit quand même un bridge quarterback pour la saison prochaine est quand même assez forte. Parce que ça s'annonce clairement comme un quarterback à la draft. Oui, mais c'est toujours ça le prix. Lui, il va jouer sa saison en tant que titulaire et il va se faire plaisir. Et s'il performe, il performe. Il trouvera un autre poste ailleurs. Il a signé qu'un an, c'est exactement ce qu'il recherche. C'est-à-dire 1 an, 10 millions, il va prendre plus que chez nous avec du temps de jeu. Il a rien à perdre. C'est ça. Et puis il était venu aux Niners pour ça, je vous rappelle. Il était venu pour apprendre. Et donc l'idée c'était d'apprendre, il a appris et le revoit titulaire ailleurs. En tout cas, il mène sa carrière comme il avait prévu de le faire. Au poste de receveur, 2 petits mouvements. Un départ, une prolongation. La prolongation de Chris Conley pour 1 500 000 la saison. Le départ de Ray McLeod qui est parti à Atlanta. On n'a pas les dimensions économiques, mais c'est pour 2 ans. Olivier, tu n'as jamais caché ton amour pour Ray McLeod. Pas surpris de le voir partir, mais un petit regret quand même pour toi. C'est surtout qu'il va nous manquer un Réré dans l'équipe. Il faut quelqu'un à la draft qui puisse combler ce manque à ce niveau-là. Après, au tarif où il était payé, on était tous d'accord que c'était trop cher pour ce qu'il apportait. On sait qu'on a une capacité financière qui, même si on l'a ouverte un petit peu, on sait quand même qu'il y a des joueurs qui vont coûter cher dans le cap. Ça fait partie des joueurs dont il fallait se débarrasser vu le tarif. Et par contre, la signature de Conley, un bon tarif vu ce qu'il a fait. Moi, je trouve que c'est des moves très intelligents pour l'instant. Le terme qu'avait employé Gonzague, je vais le reciter là. Oui, c'est malin. Conley, vu ce qu'il a produit, c'est très bien. Herrera, toujours pareil. Respect pour ce genre de joueur. Kevin? Ouais, là encore, on savait que McLeod, ses jours étaient sûrement comptés dans la baie. Ça s'est confirmé. Et oui, comme l'a dit Olivier, on va pouvoir trouver un joueur à peu près équivalent à la draft à un prix défiant toute concurrence. Donc, il n'y a pas photo à ce niveau-là. Et puis, Chris Conley, comme vous, j'ai été sous le charme en fin de saison, en play-off. Il fait pas grand-chose, mais ce qu'il fait, il le fait très, très bien et c'est très précieux. On va avoir un receveur comme ça en 5e, 6e receveur. Voilà, c'est encore un gros luxe qu'on se paye à vraiment pas cher. Donc, c'est encore une fois des choix très, très intelligents, des très bons choix. Gonzague? Oui, je suis complètement d'accord avec les compères. Ce qui, je pense, a joué contre RRS, c'est qu'à la prochaine draft, il y a beaucoup de retourneurs de qualité, donc à moins cher. Donc je pense que, quitte à se retrouver free agent par rapport aux besoins qu'il représentait chez nous, c'était peut-être pas la bonne saison pour lui. Donc c'est finalement pas si ridicule qu'il aille finalement ailleurs et qu'on ne souhaite pas le payer le prix qu'il aurait souhaité. Donc voilà, bonne chance à lui pour la suite. Quand Chris Conley, je suis complètement d'accord avec vous parce qu'il est parfaitement dans sa position de receveur aligné sur 3-4 snaps pour un big play dans un match. C'est ce qu'on va attendre de lui sur la saison, on n'en attendra pas plus.
un peu plus d'1 million, j'ai envie de dire, il est où le risque en fait. Donc très bien, c'est malin. Ouais, pas grand chose à rajouter. Rere, je l'avais déjà dit, j'étais pas forcément pour sa prolongation, donc je suis pas forcément ni étonné ni déçu. Conley, comme vous trois, j'aime beaucoup ce qu'il apporte pour rien. Enfin, vraiment, on le paye pas. Enfin, que c'est 1,5 million pour un joueur qui va apporter de l'équipe spéciale aussi, qui va apporter du leadership aussi, parce que on n'oublie pas qu'il y a quand même beaucoup de jeunes joueurs dans la salle des receveurs et que c'est un mec de plus de 30 ans qui a de l'expérience dans la ligue. Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner avec ce genre de contrat. Tight end, on va pas reparler de Charlie Warner, on en a parlé dans le dernier épisode qui avait déjà signé à Atlanta à ce moment-là. Sur la ligne, quelques mouvements sur la ligne offensive. Matt Prior qui part à Chicago pour un an, 1 175 000. Balek, parce qu'on n'en a pas parlé et qu'on ne sait pas, on l'a jamais vu sur le terrain. Brandon Parker qui signe depuis les Raiders pour un an. Quelqu'un me coupe s'il sait qui est Brandon Parker. C'est pas mon Non. cas. Je sais pas qui est Brandon Parker. Je le connais pas. Je connais que Tony Parker. Exactement, balance-toi. Et le dernier move, c'est la prolongation de John Feliciano pour un an, 2 750 000. Je te donne la parole après, Olivier. Je sais qu'on n'est pas forcément d'accord sur le sujet. Moi, je suis très content, je ne l'ai jamais caché. J'aime beaucoup ce que fait John Feliciano sur le terrain. Je trouve que ce qui s'est passé après le Super Bowl, c'était vraiment un non-événement. Juste, ça fait du bruit parce que c'est San Francisco, c'est le Super Bowl, etc. Mais si on se concentre que sur ce qui se passe sur le terrain, je l'ai trouvé très performant et je pense que c'est le genre de joueur qui, si on prend soit un mec à la draft ou si on prend pas de mec à la draft, se battra pour un poste de titulaire à l'intérieur de la ligne. Donc moi, ça me va très bien. Ça me va très bien. Olivier ? Ouais, non, mais moi, c'était juste ce côté pas faithful qui m'avait pas plu et comme tu dis, c'était un épiphénomène. Mais voilà, après, il va rester dans le groupe. Ça va permettre certainement un travail entre lui et Burford pour savoir qui est-ce qui va être titulaire. Voilà, à un tarif qui est pas non plus, c'est pas le bout du monde, donc on est plutôt pas mal, à ce niveau-là. On a déjà des bases solides. Ça permettra peut-être d'intéresser à la draft ce poste-là, ces postes ou de garde ou de tackle. À voir, pourquoi pas. Mais déjà, là on sait on part avec quelque chose qui tient la route, qu'on maîtrise et avec des gars qu'on connaît. C'est plutôt, on n'aura pas à se prendre la tête à se dire comme l'année dernière ou il y a 2 ans où certains étaient là, oh là là, mais comment on va faire, oh là là, oh là là, oh là là. Ben, maintenant, pour moi, c'est roule, on va y aller. Gonzague ? Ouais, moi j'avais dit lors de la précédente émission, je reconnais ses qualités lors de la saison précédente, mais entre son âge, ce qui était susceptible d'apporter une seconde saison, et tout ça, moi j'étais plutôt favorable à passer à autre chose et à aller sur un choix élevé à la draft pour renouveler le poste, premier ou deuxième tour. J'étais plutôt sur cette logique-là, moi perso, ce qui n'est d'ailleurs toujours pas exclu, soit dit en passant. Donc voilà, ouais, moyennement emballé, mais c'est pas non plus illogique. Donc je suis assez mitigé. Voilà, il y a du pour, il y a du contre. Je sais pas trop quoi en penser. Je m'excite davantage pour la resignature en special team de Corey Luciano en pensant à mon cher Olivier et son amour des noms. Voilà, mais à part ça, non, j'ai pas grand chose à dire de cette resignature. Et alors qu'on parle actuellement d'un titulaire. Kevin ? Ouais, je trouve que c'est quand même une signature intelligente dans le sens où il a quand même apporté un niveau moyen très correct par rapport au niveau de notre ligne offensive. Pour autant, je suis vraiment pas emballé. Pour moi, j'ai vraiment du mal à le voir comme la solution pour être un titulaire sur une saison complète. Alors je me dis que peut-être que le staff a encore une belle cote à donner à Spencer Burford. Ils se disent qu'il va progresser d'un coup la saison prochaine, ou ils ont un nouveau joueur à drafter à ce poste-là, mais j'espère vraiment que Feliciano n'est pas le titulaire indiscutable dans la tête du staff déjà en ce moment. C'en est fini pour l'attaque. On est quand même plutôt, je pense, tous les 4 d'accord pour dire que niveau attaque, il ne s'est pas passé grand-chose quand même pendant cette free agency. Globalement, ça a été relativement calme. Après, on avait la meilleure attaque de la ligue, donc c'est pas forcément le point de travail le plus gros. En défense, il s'est passé plus de choses.
On va commencer par le poste de defensive tackle. On a déjà parlé du départ d'Arik Armstead qui avait été coupé au moment de notre enregistrement. Il a signé à Jacksonville pour 3 ans, 43,5 millions de dollars, un contrat mammouthesque. Deux autres départs sur le poste. Celui-là, il me fait mal personnellement. Javon Kinlaw qui part chez les Jets pour 1 an, 7 250 000. Et Sébastien Joseph Day qui part chez les Titans. On ne sait pas combien de temps. Et à la place, 2 arrivées. La première, Jordan Elliott, 2 ans, 7 millions. La deuxième, Malik Collins, qui est arrivé par un trade des Texans. Je n'ai pas son contrat sous les yeux, je vous avoue. Et la resignature, la classique, Kevin Givens, une petite année, 2 millions. Il s'en est passé des choses sur le poste. Kevin, est-ce qu'on se retrouve avec un meilleur groupe de defensive tackle qu'on ne l'a quitté ? En tout cas, on se retrouve avec un groupe qui est moins flashy, ça c'est sûr. Est-ce qu'il est moins bon ou meilleur ? J'ai du mal à me prononcer. C'est vraiment pas des joueurs qui sont très connus. C'est difficile à dire, mais je pense qu'on se maintient au niveau où on était avec un Malik Collins qui est vraiment un joueur intéressant. Visiblement, Kyle Shanahan et Demeco Ryans aiment bien faire leur petit marché ensemble et s'échangent des joueurs par-ci par-là. Je suis quand même content de cette arrivée. Après Javon Kinlaw, je suis déçu. Je pensais qu'il y avait peut-être quelque chose à tenter avec lui. Je trouve pas que son contrat est si cher que ça pour 1 an. Je vois pas pourquoi il prend un contrat d'1 an pour prouver ailleurs que chez nous. Mais bon, il y a peut-être des choses qu'on maîtrise pas aussi là-dedans. Mais sinon, plutôt content. On va voir aussi si Hargrave profite de ces nouvelles associations parce qu'il était aussi un peu dans notre viseur sur ses performances en fin de saison. Donc, j'espère que son association avec Collins et puis Elliott va plutôt le faire décoller. Donc, à voir, mais je suis plutôt emballé par les signatures au final. Petit point d'ailleurs, tu parlais de leur amour des échanges entre Demeco et Kyle Shanahan et la relation existante toujours. Des rumeurs sont sorties, n'ont pas été confirmées, mais c'est des rumeurs assez importantes sorties par des gens plutôt de confiance qu'il y aura eu... on ne serait pas passé loin d'un échange Arik Armstead, Malik Collins, et que finalement les Texans ont décidé de faire marche arrière parce qu'ils ont réussi à signer Daniel Hunter pour un gros prix, et du coup ils n'avaient plus les moyens économiques de récupérer le contrat d'Arik Armstead, donc ça a failli se passer. Bon, ça s'est pas passé. Au final, on récupère quand même Malik Collins. Gonzague, tu n'avais pas caché ta déception et ton énervement suite à la coupe d'Arik Armstead. Est-ce que tu es quand même convaincu de ce qu'on a signé pour le remplacer ? Alors, déjà, concernant la rumeur dont tu parles, elle est avérée. Hein. Donc, comme tu dis très justement, Ok. elle est avérée. Concernant, en fait, ces signatures, c'est intéressant, je trouve, d'en débattre. Parce que si tu me demandes d'un point de vue purement sportif, départ de Armstead Kinlaw versus arrivée de Malik Collins, Jordan Elliott, pour moi, très objectivement, il y a un tout léger downgrade. Tout léger. Ça joue à pas grand-chose. Si on regarde d'ailleurs la ligne de stats, globalement, c'est comparable d'ailleurs. Mais pour moi, il y a un tout léger downgrade. Par contre, là où ça devient très intéressant, c'est quand tu vois quand tu accumules les signatures de Armstead et de Kinlaw dans leur nouvelle franchise versus ce que nous coûtent les 2 nouveaux arrivants. D'un point de vue gestion des contrats, c'est très bien joué. C'est très, très bien joué. Donc ça dépend. Voilà, c'est encore une fois, on en arrive encore toujours à ce fameux débat qui est que dans un monde rêvé au pied des bisounours, on aimerait bien prolonger tout le monde. Et je pense que si on n'avait pas de limite de cap space, on aurait probablement prolongé Armstead. Mais la réalité des choses, c'est qu'on est tenu par un budget et que voilà, je trouve que quitte à voir 2 joueurs importants chez nous partir, je trouve qu'au niveau des arrivées derrière, c'est intelligent. J'en reviens encore à ce terme malin qu'on a employé avec Olivier tout à l'heure. C'est intelligent. C'est 2 joueurs que je pourrais qualifier de fiables, Collins et Elliott. Elliott va plus être dans la rotation, c'est le Kinlaw de l'affaire, comme Malik Collins va plus être le Armstead. Et même si pour moi c'est un joueur un peu différent. Collins, c'est vraiment un pur joueur d'intérieur, quand Armstead avait cette possibilité d'évoluer tout au long de la ligne. Mais je pense qu'en tout cas c'est dans cette optique-là. Mais en tout cas, voilà, c'est intelligent. Ça va plutôt dans le bon sens et ça permet de maîtriser le cap à bon escient pour pouvoir prolonger un joueur dont on parle à mon goût un peu trop souvent et pas toujours à bon escient. Olivier ? Oui, moi je suis au niveau des arrivées, ce qui va m'intéresser, c'est de voir des gars nouveaux sur cette ligne.
suis d'accord sur ce que je viens de dire Gonzague, dans le sens où Armstead, il pouvait jouer à l'intérieur, mais pas forcément qu'à l'intérieur. Là, on va avoir un gars avec Collins qui va jouer vraiment à l'intérieur. Est-ce que ça va permettre à Hargrave d'être meilleur? Je pense moi que oui. Ça va être plus complémentaire avec lui, et puis ça va te donner un petit côté sympathique à regarder cette ligne. Il y a un petit peu de changement, c'est toujours intéressant. Et je sais qu'avec Kevin, on aime bien quand il y a des nouveaux joueurs, regarder leur numéro, ça va commencer. Voilà, au moins on sait que ça va commencer comme ça. Ensuite, financièrement, ça nous coûte moins cher, tactiquement, c'est bien joué. Et puis, connaissant la passion de notre cher Shanahan pour les joueurs de ligne, alerte spoiler, moi à la draft, je sais qu'on va drafter un defensive tackle, donc au premier tour, c'est pour embêter Gonzague. Voilà, non, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces joueurs-là. C'était pas de là. Pourquoi pas, mon cher monsieur? Et pourquoi pas? Oui, c'est tellement logique. Ça serait tellement logique. Moi, j'aime bien ce qui s'est passé, évidemment. Je pense que au niveau du flashy, comme vous l'avez dit, on perd. Mais en même temps, c'est pas forcément ce qu'on recherche du flashy. On en a partout dans l'effectif. Moi, j'aime bien ces signatures pour un côté style de jeu. C'est-à-dire qu'on a beaucoup critiqué Hargrave, et à raison parce qu'on en attendait plus. Hargrave, c'est un defensive tackle pass rusher dans le style. J'ai l'impression qu'en récupérant des mecs comme Collins et Elliott, on va avoir des mecs qui vont être plus dans la défense contre la course, ce qui nous a manqué un petit peu en fin de saison. Et moi, ça m'intéresse dans ce sens-là, d'avoir un petit changement de style. J'ai l'impression que... Alors, Collins, c'est un bon rusher aussi, mais j'ai l'impression qu'il est vraiment fort contre la course. Peut-être un peu plus qu'Armstead, parce qu'Armstead, c'est un ancien defensive end. Sa spécialité, ça n'a jamais été forcément la défense contre la course non plus. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense qu'il y a des bonnes choses. Je pense qu'avoir des mecs vraiment concentrés sur la course, ça va peut-être libérer un petit peu Hargrave à l'intérieur pour faire ce qu'il fait de mieux. Voilà, j'ai quand même hâte de voir. Je ne suis pas du tout déçu par le fait qu'on perde des noms. Je suis quand même très déçu par le départ de Javon Kinlaw. Je comprends pas trop en fait. Si c'était pour signer ailleurs, comme vous l'avez dit, si c'était pour signer ailleurs, autant qu'il signe un gros contrat. J'ai pas l'impression qu'il sorte vraiment lui gagnant de l'opération. En fait, ça ne voulait plus. Hein. Je pense qu'il y a peut-être qu'il s'en voulait plus et que c'était game over, quoi. Voilà. Et peut-être que lui voulait aussi se barrer et aller voir un nouvel air. Enfin, c'est un ensemble aussi. Il y a deux choses. Lui, il avait tout intérêt à signer un petit contrat pour aller chercher un gros contrat derrière parce qu'il était sujet aux blessures. Et puis, il ne faut pas non plus minimiser les relations possibles qu'il avait avec son ancien coordinateur défensif, Robert Saleh. C'est tout à fait possible qu'il ait gardé de très bonnes relations et que sa signature au Jets soit aussi motivée par ça. C'est possible. Sur le poste de defensive end / edge rusher, on a déjà parlé en long, en large et en travers de la signature de Leonard Floyd qui arrivait très tôt dans la free agency. On en a parlé lors du dernier épisode. Oui, Olivier, je te vois. On va dire son nom. Niveau départ, il y en a deux, sans grande surprise. Chase Young est parti. Il a signé 1 an, $13 millions chez les Saints. Clelin Ferrell également est parti, 1 an, $3,75 millions à Washington. Et une signature, Yetur Gross-Matos, pour 2 ans, $18 millions. Olivier, je te vois avec un sourire jusqu'aux oreilles. En plus du très bon joueur, t'es content? Là, on a perdu Rere et on récupère le x2, un meilleur nom avec Gross-Matos. T'as hâte d'avoir des jeux de mots qui te viennent sans les préparer sur Gross-Matos dès qu'on le verra sur le terrain? Et voilà, disons que c'est la seule partie intéressante pour moi à la draft, c'est les noms rigolos. Et là, on vient de me sortir le mec que j'avais vu, qui s'appelait Yetur Gross-Matos. Avec tout ça, déjà, il part avec un gros a priori favorable de mon côté. Ensuite, je sais qu'il joue à Carolina, je sais qu'il a été drafté l'année où Carolina a drafté que des défenseurs. Pour vous dire que j'avais suivi la draft, c'est pour faire plaisir à Gonzague. Non, voilà. Moi, je sais que je pense que c'est un joueur qui va nous apporter. Et en plus, avec ce nom-là, je vous préviens les copains qui nous écoutent. Je vais me régaler et je pense que je vais trouver plein de nouveaux trucs. Je vais avoir plein d'idées qui vont venir. C'est penser aussi à la draft de me trouver un nom comme ça. Voilà. Gonzague. Juste petit aparté, tu n'as pas mentionné la signature de Ernest Brown, The Force. Moi, il m'apparaissait en linebacker, c'est pour ça que j'ai pas fait gaffe. Mais oui. D'accord, ok. Ouais, parce que pour moi, c'est un defensive end. Mais autant pour moi. Oui. Mais oui, non, mais je suis d'accord, c'est un outside linebacker en fait, c'est pour ça. Mais oui. Ouais, t'as raison. Ernest Brown, qui jouait chez les Rams et qui a signé chez nous, mais qui est pas le plus connu de tous non plus. Non. Alors, juste pour en revenir à Yetur Gross-Matos, alors, ce que je trouve très intéressant au travers de la signature de Yetur, c'est que il faut reprendre un peu le profil du gars.
c'est qu'avant, il était defensive end et defensive tackle à l'université. Et au fur et à mesure de sa carrière, il a plus ou moins reculé au point de terminer outside linebacker chez les Panthers. Et ce que je trouve intéressant chez Gross Matos, qui ne sera pas un titulaire à part entière, ce poste revenant plutôt à Leonard Floyd, c'est qu'il va pouvoir être aligné sur des schémas très différents. Il a acquis la maturité pour pouvoir être aligné sur plein de schémas différents. Et ça va être sympa à suivre concernant Gross Matos. Et Kevin, Ouais, je trouve que c'est une signature intéressante. Je trouve qu'il a le profil total du joueur qu'on prend, qui est moyen bon, qu'on voit, mais qu'on n'est pas sûr de sa carrière, qu'on prend chez nous et qu'on en fait presque une star qui va être pris à très haut prix dans une autre équipe. Donc c'est ça que j'attends de lui, et puis qu'il apporte en sortie de banc. Donc voilà, pas grand-chose à rajouter de ce que mes collègues ont dit, si ce n'est que je trouve que c'est un choix intelligent en rotation. 2 ans, 18 millions, c'est pas non plus un contrat qui est anodin quand même. 9 millions de la saison, ça reste Wow. un contrat d'un mec dont on attend beaucoup plus, je pense, encore que juste faire ses preuves et apporter en rotation. Je pense qu'ils veulent aussi qu'il se batte. Il touche que 1 ou 2 millions de moins la saison que Leonard Floyd. Je pense qu'il y a aussi l'idée peut-être de se battre. Il voit un Floyd qui a 30 ans, lui qui est jeune, essayer de se battre aussi à l'avenir pour être de l'autre côté de Nick Bosa. Ouais, c'est ça, il est beaucoup plus jeune aussi, donc effectivement, il voit peut-être en lui aussi une solution d'avenir et de prendre le relais de Floyd dans 2 ans, mais à voir, parce que pour le moment, il n'a pas non plus prouvé qu'il pouvait être cette solution-là d'avenir en tant que titulaire dans une franchise, donc on verra. Quand on voit ça, Gross Matos et Floyd, et plus le gars dont le nom m'a échappé, ça fait de plus en plus, ça enterre de plus en plus Drake Jackson. Hein. Va falloir qu'il se batte, Drake Jackson. Surtout dans le style où il est très proche de Leonard Floyd. Tu as raison. Et un petit mot sur le départ de Chase Young à la Nouvelle-Orléans, 1 an, 13 millions. Moi, personnellement, je suis pas surpris qu'il parte. Je pense qu'on était sur les grosses rumeurs comme ça sur un départ de Chase Young, surtout quand on a signé très rapidement Leonard Floyd et même Yetur Gross Matos, qu'on a signé rapidement. On s'est tout de suite dit, moi, de mon côté, qu'on garderait pas Chase Young. J'ai vu pas mal de gens dire qu'ils comprenaient pas sa position, dans le sens où il aurait dû aller chercher un petit contrat pour essayer de prouver. Moi, il a signé qu'1 an à la Nouvelle-Orléans pour 13 millions, un contrat qu'on n'aurait pas pu lui offrir. Et que quand tu es un defensive end à la Nouvelle-Orléans, tu n'es pas non plus dans le pire schéma du monde pour performer et aller chercher peut-être encore plus derrière. Hein. Tu vas jouer avec Cam Jordan, tu vas jouer avec Carl Granderson. Moi, je trouve que c'est pas si déconnant que ça, je trouve, comme choix pour Chase Young. Il aurait pu largement signer dans une équipe beaucoup plus pétée. Ouais, et puis au final, on lui propose 13 millions. Il va pas dire non, moi je prends un contrat plus bas pour prouver dans une meilleure équipe. Il prend le meilleur contrat qu'on lui offre. Après, il y a eu aussi beaucoup de rumeurs comme quoi les équipes étaient très frileuses, dont les 49ers, au sujet d'une blessure au cou. Je crois qu'il devait se faire opérer. On n'était pas sûr de sa santé à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui ont lâché le dossier. C'est pour ça aussi que ça a pris du temps à se concrétiser pour lui. Que voilà, bon vent à lui. Au final, il a pas donné ce qu'on attendait de lui la saison dernière. Il se paye quand même, tu l'as dit, Elliott, un bon chèque que nous, on n'aurait de toute façon pas offert à un joueur de ce niveau-là. Donc, voilà, bon vent. Et merci pour avoir fait quand même un bon Super Bowl. Gonzague Olivier, ouais. Genre de joueur à l'âge d'Evon Clooney. Il va faire maintenant 1 an, un gros chèque, 1 an, un gros chèque, 1 an, un gros chèque. Voilà. Je pense que ça va. C'est triste parce qu'il a que 24 ans, mais je le vois partir là-dessus. S'il n'y a pas de blessure et qu'il fait une carrière jusqu'à ses 30 balais, il se sera fait 7-8 franchises en prenant chaque fois 10 à 15 patates. Voilà, c'est un choix de carrière aussi, mais je trouve que c'est un peu dommage. Voilà. Bon, c'est probable. Après, moi, je trouve qu'en effet, comme tu le disais, Elliott, 13 millions en n'ayant qu'une année pour prouver sa valeur et aller rechercher le gros chèque derrière, moi, je trouve ça très cohérent comme choix de sa part. Hein. Je ne vais pas l'insulter pour avoir fait ce choix-là. Ce que je trouve plus bizarre, c'est le choix des Saints, moi. Parce qu'il arrive dans une franchise, je ne dis pas qu'il y a embouteillage au poste de defensive end, mais pas très loin. Et je trouve qu'entre les Granderson putain merde, je cale sur le nom de la grande Cam star Jordan. des Saints.
Cameron Jordan, merci. Je ne suis pas certain à 200% que sa place de titulaire soit assurée. Qu'il ait sa chance, ça c'est évident. Qu'il soit titulaire de manière certaine, absolument pas convaincu. Donc sa valeur, il va devoir la prouver pas seulement au travers d'un contrat, mais au travers d'une position où la concurrence est sévère. Donc c'est là où il va devoir prouver sa valeur. Et puis derrière, Clelin Ferrell à Washington, merci, bon vent. Ouais, mais je trouve que c'est quand même, vu le tarif auquel il signe à Washington, à ce tarif-là, moi j'aurais pu honnêtement, j'aurais fait l'effort de le garder. Hein. Après, il faut toujours. Vraiment qu'il y a du monde derrière qui arrive, qu'il y a des jeunes qui vont arriver. Il faut aussi voir la position du joueur. C'est peut-être lui ne voulait pas rester. Quand tu es dans un effectif où tu sais qu'il y a Drake Jackson qui est en train de pousser, que tu as signé Leonard Floyd, que tu as signé Yetur Gross-Matos, que tu as Nick Bosa, le mec s'est dit genre, vous êtes bien gentil, mais j'ai envie de jouer, quoi. Et puis à Washington, pour le coup, il n'y a vraiment personne, il va être titulaire. Donc il y a aussi ce choix-là. De toute façon, la franchise, c'est aussi la franchise. Elles avaient Chase Young et Clelin Ferrell d'un côté, Gross-Matos de l'autre. Fallait choisir entre un des trois. Au final, ils prennent le plus jeune, celui qui a le plus d'avenir. C'est pas non plus déconnant. Donc, et puis il y a la draft encore. Ils ont peut-être aussi des defensive ends à l'œil qui veulent développer derrière ces gars-là. Donc, et puis oui, non, mais je pense qu'il faut jamais oublier aussi la position du joueur. Enfin, Washington, pour le coup, l'équipe est en train de se reconstruire. Les mecs, ils ont tradé Chase Young et Montez Sweat. Il y a un boulevard en tant que defensive end. Ah, le mec, il a vu ça, il s'est dit genre, bah écoute, pourquoi pas. Et puis ils viennent de mettre un GM qui vient de la maison 49ers. Ils savent aussi, les gars, que ça va commencer à possiblement être bien géré. Ah, ça va commencer à bosser, ouais, c'est clair. Que ça aide aussi. Hein. C'est clair. Poste de linebacker, Demetrius Flanagan-Falls a prolongé pour 1 an et 1 935 000. Départ d'Oren Burks pour les Eagles, arrivée de Ezekiel Turner depuis Arizona. Je n'ai pas les détails des contrats sous les yeux. Quasiment du poste pour poste, ça va être du special team pour Ezekiel Turner, c'était du special team pour Oren Burks. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à redire là-dessus, les gars? Un peu triste de voir partir Oren Burks parce que je trouve que c'était un des top joueurs de special team dans la ligue. Est-ce que Turner va apporter autant? J'en ai pas la moindre idée, je ne connais absolument pas. Mais ouais, un peu triste de le voir partir parce que c'était vraiment un élément clé sur cette escouade. Pour moi, Turner, il va faire que du special team. Pour moi, le remplaçant potentiel, si c'est pas nos linebackers qu'on a déjà en place, c'est Devontae Campbell davantage. Pour moi, en tout cas. Oui, bien sûr. La special team. J'ai oublié totalement Devontae Campbell. Je sais pas pourquoi le site sur lequel je suis ne l'affiche pas. Évidemment, la grosse signature Devontae Campbell qui vient des Packers. Je sais pas pourquoi je l'ai oublié, complètement débile. Oui, c'est évidemment le gros nom qu'a signé chez nous depuis Green Bay, qui était un peu quand même une star chez les Packers. On faut pas oublier. Gonzague, oui, effectivement, merci de me l'avoir rappelé. Signature de Devontae Campbell, c'est quand même plutôt intéressant, sachant qu'on ne sait pas encore à quel moment reviendra Dre Greenlaw. C'est ça le problème. C'est ça qui m'inquiète dans cette signature. Parce que je trouve qu'un joueur du statut de Devontae Campbell qui arrive avec le potentiel statut de linebacker numéro 3, dans des schémas de jeu où, même si on évolue en 4-3, sur beaucoup de snaps, pour une majorité de snaps, on évolue en lieu et place d'un troisième linebacker avec un nickel, ça pourrait laisser entendre que Greenlaw est très loin de revenir tout de suite. C'est ça qui m'inquiète un peu dans la signature Campbell. Sinon, en tant que tel, si c'est vraiment en tant que linebacker 3 derrière, super signature là pour le coup. C'est hold-up. On en a pas parlé, il y avait eu cette fausse bonne nouvelle, Eric Kendricks qui signe et puis qui 4 ou 5 heures après se désiste pour signer à Dallas. Moi personnellement, mon avis c'est qu'entre Eric Kendricks et Devontae Campbell, je préfère prendre Devontae Campbell. Hein. J'aime beaucoup Kendricks, mais je trouve que Campbell moi je préfère Devontae Campbell, en tout cas, personnellement. En 2024, oui. En 2024, oui, clairement. À une époque, non, mais Kendricks est clairement sur la pente descendante. Ouais. Oui, Kendricks est clairement sur la pente descendante, alors que Campbell, pas du tout. Donc là-dessus, je te rejoins. Je suis un peu surpris de votre avis sur Campbell. Moi, je trouve que il me paraît très surcoté, le monsieur, quand même. Alors oui, en 2021, il fait une saison énorme, il est pro bowler, pas de problème. Mais après, il rate 4 matchs en 2022, il en rate 6 l'année dernière, 0 sac en 2 ans. Ok, mais c'est très bien, en linebacker 3, j'ai pas de problème avec ça.
mais je vois pas du tout un message par rapport à Dre Greenlaw, quoi. Pour moi, c'est quelqu'un qui Ah, va mais faire le job en l'absence de Dre Greenlaw, et puis il va gentiment laisser la place à Dédé. Donc, On Ah est mais enfin, d'accord. on n'est pas dans le même niveau, je suis d'accord. Mais je trouve que la stat des sacs, elle est pas vraiment représentative pour un middle linebacker, pour le coup. Parce que c'est pas forcément le style de jeu. Le mec a 2 sacs maximum en carrière dans une saison. C'est pas nécessairement le truc le plus important pour un middle linebacker, je trouve. ouais, Complètement. mais Et en plus de ça, je trouve qu'il rate beaucoup de matchs. Il y a finalement, les plaquages sont en Ça, baisse c'est un, depuis 2 ans. ça, c'est un autre Euh, problème, le nombre de matchs ratés. Ouais, je suis d'accord. je trouve quand même que ses stats, oui, il a une saison de 2021 énorme, mais c'est il y a presque 3 ans maintenant. Les 2 dernières saisons, elles sont très clairement en demi-teinte. Et pour avoir interrogé et regardé un peu ce que pensent les fans des Packers, ils sont très contents de le voir partir parce que l'année dernière, ils n'en pouvaient plus de sa production. Et il était temps qu'il se passe quelque chose avec ce joueur à Green Bay. Donc, oui, c'est un bon joueur. Oui, il y a une bonne saison il y a 2 ans, mais attendons de voir parce que ça n'a pas l'air d'être le Campbell d'il y a 2 ans, quoi. ouais, écoute, en linebacker 3, en tout cas, moi, je crache pas dessus. Mais il faut pas oublier aussi un détail, parce que tu parles de stats par rapport à ça. En fait, c'est un linebacker plutôt moderne, Campbell. Quand tu vois comment les 49ers ont ramassé les Packers ces dernières années à la course, tu te dis que c'est pas là où il va être la solution. Devante Campbell, pour moi, c'est plutôt un weak linebacker qu'un Mike, si tu vois ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui va être très bon plutôt sur la zone, en espérant qu'il ait la main au bon endroit pour aller contrer une passe, tu vois, sur les tracés intermédiaires. Je le vois pas comme un linebacker à l'ancienne, hein, du tout, à Devante Campbell, hein, par rapport à Non, ça. Donc, mais, sortir les stats des sacs, non, mais c'est plutôt un oui. attention, je le vois comme une upgrade par rapport au Burks ou par rapport à Flanagan Falls. Il y a aucun problème là-dessus. De Oren là à Burks, il dire venait que. des Packers, Pardon? d'ailleurs. Oren Burks, il venait des Packers, d'ailleurs, pour la petite histoire. On aime bien aller chercher nos linebackers 3 chez les Packers. Mais oui, je pense que ça reste une upgrade, mais ça reste un linebacker 3 et basta. Je le vois pas en tant que linebacker 2 n'importe où ailleurs. Ouais, alors n'importe où ailleurs, linebacker 2, de tous les linebackers, les comités de linebackers de toute la ligue, mais je pense qu'il y en a certains qui seraient très contents d'avoir Devondre Campbell comme titulaire. Mais par contre, chez nous, en 3, effectivement, et puis comme backup, si Dre Greenlaw met un peu plus de temps à revenir, franchement, moi je trouve qu'on s'en sort très bien quand même. Sur les bases arrière, le poste de cornerback, alors Isaiah Oliver a été coupé, on en a déjà parlé, il a signé chez les Jets pour 1 an et 2,5 millions. À la place, on a signé Chase Lucas qui jouait à Détroit et Isaac Yiadom qui jouait à la Nouvelle-Orléans. Un avis sur ces joueurs? Moi, je veux bien parler d'Isaac Yiadom parce que je le connaissais très peu. Et je suis allé me renseigner sur les stats de ce monsieur. Putain, il a été incroyable en 2023, ce garçon. Il fait des stats de fou furieux. Il a été 10e meilleur cornerback selon Pro Football Focus, qui veut dire ce que ça veut dire, hein. Chacun prend ces références-là comme ils le veulent. Mais quand tu regardes ses stats, alors oui, il fait pas beaucoup de plaquages. Mais bon, c'est pas forcément ce qu'on attend d'un cornerback en premier lieu. Ce qu'on attend d'un cornerback, c'est que son receveur, il attrape pas le ballon. Et Isaac Yiadom, ça a été un des meilleurs de la ligue à cet exercice-là. Seulement 48% de passes complétées quand elles ont été lancées sur Isaac Yiadom, ce qui le met au-dessus de 100% des cornerbacks qui ont été All-Pro à la fin de la saison. Mieux que Sauce Gardner, mieux que Marshall Lattimore, mieux que Jair Alexander, mieux que Eljarius Sneed, que Trent McDuffie, que tous ces mecs-là, mieux que Charvarius Ward. C'est quelque chose quand même d'assez impressionnant, je trouve. Moi, je trouve que cette signature est extrêmement sous-cotée. Ouais, Ah bah, moi, vas-y. Ah bah moi, pour le coup, je connais très bien Isaac Yiadom pour une raison toute simple, c'est que ceux qui me connaissent savent que je suis un très grand fan des Boston College Eagles. Donc, il jouait dans une de mes facs, si ce n'est ma fac favorite, à l'université. Donc, c'est un joueur que je connaissais sur le bout des doigts au moment de sa draft. Particularité qui m'a un peu surprise à travers cette signature, et en même temps, c'est pas si illogique, c'est que c'est un joueur qui jouait, comme beaucoup de cornerbacks des Eagles, qui jouait essentiellement en presse. Donc, comme ça, si on se basait sur le joueur qui était à l'université, une signature chez les Niners, c'est assez étonnante. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, depuis son arrivée dans la NFL, il joue de plus en plus en zone. Et donc, finalement, en se basant sur ce joueur qui évolue dans son style de jeu, c'est pas non plus anodin qu'il signe chez nous. Et je rejoins complètement Elliott. Et c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'a pas la carrière, la reconnaissance en carrière qu'il devrait avoir. Il vaut plus que ce que les radars veulent montrer de lui.
Est-ce qu'il sera titulaire à part entière? Si les choses restent en l'état, j'ai envie de vous répondre oui. Parce que il faut empiler une soixantaine d'Ambry Thomas pour arriver au niveau d'Isaac Yiadom. Après, est-ce qu'il sera vu de par son statut comme une solution long terme? Je pense que ça n'empêchera pas d'aller chercher un cornerback sideline à la draft. Donc voilà. Il a une occasion unique de faire ses preuves pour avoir une bonne fois pour toutes au travers d'une équipe qui fonctionne et qui roule bien. Une occasion de montrer qu'il peut être un titulaire NFL. Parce qu'il en a les capacités, ça je peux vous l'en assurer. Kevin? Ouais, j'étais un peu comme toi, Elliot. J'avais jamais entendu parler de ce joueur, donc j'ai été un peu me renseigner. Et puis, ouais, grosse surprise de voir à quel point il a performé l'année dernière. C'était plus un journeyman, au final, dans le début de sa carrière, avec des passages aux Broncos, aux Giants, aux Packers et enfin aux Saints. Et puis, la blessure de Latimer l'année dernière l'a laissé jouer. Et puis, les stats qui sortent, c'est assez dingue. Plutôt content. Et puis, de ce qu'on entend, les 49ers le voient vraiment comme une sorte de rising star ou un joueur qui va pouvoir s'imposer dans une équipe et devenir un vrai bon joueur de NFL et un vrai titulaire. Chez nous, il y a la place de faire ça. Ambry Thomas a réussi à être titulaire toute la saison dernière. Donc, je pense que c'est à la portée de Yiadom de faire pareil et de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc, ouais, plutôt content de cette arrivée. Après, c'est à lui. C'est à lui de performer. Il a une occasion unique dans sa carrière de pouvoir s'imposer dans une équipe qui joue le titre alors qu'il n'a, pour ainsi dire, pas montré grand-chose dans sa carrière. Oui, la saison dernière, il montre des choses, mais c'est encore un inconnu pour la quasi-totalité des gens qui regardent la NFL. Donc, voilà, l'opportunité qu'il a, elle est unique. Il va avoir une chance de s'imposer dans une des meilleures équipes de la NFL et de faire son trou là-dedans. Donc à voir, mais plutôt hâte de voir qu'est-ce qu'il peut donner à cette équipe. Spoiler pour moi, c'est après Leonard Floyd la meilleure signature de cette free agency pour moi. Olivier, est-ce qu'on a trouvé ça enfin... y est, je vais pouvoir parler. Non, est-ce qu'on a enfin trouvé l'homme qui va mettre le nullissime one sur le banc? Non, déjà, je vais repartir sur le débat des linebackers parce qu'on ne m'a pas laissé parler sur les linebackers. Voilà. Moi, on m'a zappé tout simplement parce que Gozag, il ne parle pas l'intérieur et moi, on me zappe. Voilà. Et en plus, on me zappe sur le poste des Greenlow. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Non, mais oh, pas du tout, là. Ça va pas du tout. Donc, alors, pour le tour des linebackers, l'autre, je ne l'aime pas parce qu'il n'aime pas la place à dédier. Donc, je ne l'aime pas. Voilà, ça, c'est le premier point. Je n'aime pas l'entendre parler. Donc, ça, c'est première question. Et pour la deuxième question, Isaac Yiadom, il est non rigolo. Donc, ça fait un moment que je le suis. Je sais qu'il a joué dans plein d'équipes différentes. Et oui, cette année, il a fait une super saison en redevenant sérieux 5 minutes. Et oui, quand je l'ai vu signer, je me suis dit, c'est bien parce que l'autre, il va enfin retrouver sa place naturelle sur le banc. Voilà, je m'énerverai moins. Ils ont pensé à mon petit cœur. Ils se sont dit, on va enfin prendre quelqu'un pour le remplacer. Et oui, par contre, ça n'empêchera pas qu'on va certainement prendre un joueur, un cornerback à la draft, à mon avis. Mais oui, je pense qu'il peut s'imposer à San Francisco et devenir titulaire dans cette équipe. Et tu te dis, si tu te retrouves avec Ward d'un côté, Yiadom de l'autre, et que on a Bébé Greenlow au poste de nickel, ça peut être pas mal. Ça peut vraiment être pas mal. Après, petite parenthèse, on a encore un jeune monsieur qui s'appelle Darrell Luther qu'on a drafté l'année dernière et qui a pas montré des choses inintéressantes cette saison sur le peu qu'il a joué. Donc, ça reste un mec de cinquième tour aussi. Je pense qu'il part quand même de loin. Après, à voir ce qui va se passer en pré-saison, pendant les camps, etc. Mais il y a un truc à faire sur le deuxième poste. Moi, je trouve que la signature de Yiadom, je suis d'accord avec Olivier, on va sûrement prendre un mec à la draft. Par contre, moi, j'avais la conviction avant cette signature, avant que je ne la cherche plus sur cette signature et que je vois à quel point apparemment le coaching staff des 49ers croit en lui, j'avais la conviction certaine qu'on allait prendre un cornerback au premier tour. Du coup, moi, j'ai la conviction certaine qu'on ne va pas prendre un cornerback au premier, mais qu'on va attendre deuxième ou troisième tour. Enfin, ça sera l'objet d'une prochaine émission. Je vois Gonzague qui est très très content, qui a déjà préparé ses textes, ses fiches et ses 14 221 mock drafts. Il a fait une fiche spéciale. Une par joueur. Monsieur. Il a fait une fiche de chaque joueur des 3500 mecs qui sont seniors à l'université sur les 3 premières divisions. Il vous parlera de chaque joueur en détail dans une spéciale Gonzague fait son show, une émission en direct qui durera 49 heures. Cet homme ne dort plus pendant 1 mois et demi jusqu'à la draft et depuis déjà 2 semaines. Cet homme ne dort plus. Je fais une mock par soir, comme un verre de vin. Je me couche raisonnablement à 1h du matin. Qu'est-ce que tu dis, une mock par soir?
Mais je travaille un peu plus d'une heure par soir, cette magnifique draft à venir. Un peu plus d'une heure par soir, je me fais mon petit 1h du matin, et on La est très passion, bien. messieurs, dames. Cet homme a du temps. Non, Cet il homme a n'en a beaucoup pas, de temps. d'où les cernes. Messieurs, chacun à votre tour, je vais vous demander, parce qu'on en a un petit peu parlé, pas vos, hein, on va pas faire du pluriel non plus, votre signature préférée de cette free agency. Olivier, c'est quoi ta signature préférée de la free agency? Il est toujours grosse matos. C'était assez évident. Kevin, Leonard Floyd. Gonzague, J'adore Yadom, mais je partirais quand même sur Leonard. moi j'adore Leonard Floyd, mais moi je partirais sur Isaac Yadom. Moi je trouve le move trop intelligent et j'ai très hâte de voir ce qu'il va donner. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? On attend toujours des nouvelles. Oui, parlant des mecs pour lesquels ils ne sont pas encore passés quoi que ce soit. On attend toujours des nouvelles sur Ross Dwelly. Évidemment, je sais que Kevin est comme ça. Et sur Tashon Gibson principalement. Parce que bon, les autres, Logan Ryan et Randy Gregory, on était tous d'accord pour dire que si Logan Ryan revient au minimum, pourquoi pas, mais bon, le reste, on s'en fout un peu. Tashon Gibson, est-ce qu'on a des nouvelles? Est-ce qu'on s'attend peut-être à une re-signature ou est-ce que vous sentez que ça sent potentiellement la retraite là? Ah bah ça sent la retraite, clairement, puisqu'il est dans aucune rumeur. J'ai un peu suivi l'actualité là récemment le concernant lui directement et il est dans aucune rumeur. Ça me rappelle complètement Robbie Gould, à titre de comparaison l'année dernière. Donc pour moi, ça sent la retraite. Petite anecdote, hein, juste. On n'a pas parlé de Chase Lucas et de Raymond Johnson III, qui ont signé chez nous également, mais vu que je les connais pas, je vais éviter de dire quoi que ce soit sur eux. Raymond Johnson III, je savais même pas qu'on avait signé un mec qui s'appelle Raymond Johnson III. Chase Lucas, j'ai cité son nom dans les signatures sur les cornerbacks, mais j'ai aucune idée de qui est ce mec. Bon, en tout cas, ils sont tous les deux sur le site officiel des 49ers. On a re-signé pour le côté international ça Sébastien Raymond. Gutiérrez. Mais oui, mais lui, on va le re-signer tous les ans jusqu'à ce qu'il ait 35 ans et qu'il prenne sa retraite. Voilà, non, sinon à part ça, ouais, non, rien de bien plus. Kevin, tu es en attente pour qu'on re-signe Ross. Je suis très fébrile en ce moment en attente de cette signature. Mais non, il va signer son contrat. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes sur les rangs de toute façon. Donc je pense qu'on va le prendre pour la rotation. Pour l'été, malheureusement, une place dans les 53 sera peut-être plus difficile cette année. Surtout si on draft encore d'autres tight ends. Bah, c'est surtout que là, les 53, bon, évidemment, George tout en haut, et puis on regarde derrière. Braden Willis semble destiné à prendre la place de Charlie Warner en tant que bloqueur. Et à voir la santé de Cameron Latou, ça reste un choix de 3e tour, donc je pense qu'ils ont quand même envie de voir ce qu'il va donner. C'est ça, et puis ça parle quand même encore d'intégrer un nouveau tight end dans la draft qui arrive dans les prochaines semaines, donc ça pourrait devenir compliqué pour Dwelly. Et pourtant, on aimerait tellement que ça soit lui l'homme providentiel. Un petit mot sur Jennings, sur le fait qu'il a signé son tender et que personne ne s'est aligné. Jennings a signé son tender. Ah bah personne s'est aligné, il va falloir lâcher un 2e tour. J'adore Jawan Jennings, mais tu lâches pas un 2e tour quand même pour aller le signer. Dans aucun monde. Et moi, ça me va très bien si on le garde à prix mini. Un petit mot peut-être sur Brandon Ayuk. Les rumeurs continuent. On ne sait pas ce qui se passe. Très récemment, John Lynch a dit non, il ne sera pas tradé. Voilà, on n'en sait toujours pas plus. Quelqu'un a des infos? Quelqu'un est un insider de ce qui se passe à l'intérieur de la franchise, peut-être? Un de vous trois? On a parlé avec... On a juste un gigantesque écran de fumée avec ces histoires de Brandon Ayuk. Il nous fait la même histoire que Deebo Samuel quand Deebo a re-signé. Voilà, son agent fait bien son travail. Il essaye de faire monter les enchères tranquillement. Et puis on va lui donner l'argent qui lui revient et basta. Oh, ce petit appel du pied à Mike Tomlin parce qu'il se ressemble. Qu'est-ce qu'il va aller foutre à Pittsburgh, quoi? Mais surtout, ils ont quand même 2 quarterbacks formidables maintenant avec Russell Wilson et Justin Fields. Jean-Michel cramé et Jean-Michel je sais pas faire de passe. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais et puis il faut remettre un petit peu l'église au milieu du village concernant Brandon Ayuk. On en parlait un peu avec Kevin hors antenne avant votre arrivée à tous les deux. Ayuk, soyons très clairs, on l'adore, mais la NFL et de manière générale ne lui offre pas la reconnaissance qu'il devrait avoir de manière générale. Et aujourd'hui, très objectivement, je ne vois aucun scénario fiable, vraiment, où les fameuses rumeurs du choix numéro 20
plus un 3e tour puisse avoir lieu pour le cas Brandon Ayuk, avec le gros contrat à re-signer derrière. Quand on voit, par exemple, à combien Snead a été tradé par les Chiefs aux Titans, ça vous donne aujourd'hui la teneur de ce que vaut la re-signature d'un gros contrat derrière, même pour un joueur majeur. Donc, très objectivement, personne ne va mettre un 1er et un 3e tour, ce en quoi ce serait pour moi la seule valeur que pourrait en attendre un John Lynch qui joue la gagne. Donc, par conséquent, il n'a aucun intérêt à le trader, puisque je pense que les attentes des Niners et ce qui est capable de mettre les autres équipes sont très éloignées l'une de l'autre. Donc je n'y crois pas en cet écran de fumée, il va rester chez nous. Et dans le pire des cas, scénario catastrophe, rien ne va bouger sur son contrat, il restera chez nous, parce qu'on va aller choper un 3e choix compensateur dans le pire des cas et on aura joué la gagne entre-temps. Voilà, tout simplement. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur cette free agency ? Si ce n'est que Jawan Jennings a fait passer le message que oui, il a signé son tender pour 1 an, mais qu'il y a des discussions engagées pour le signer sur plus long terme, sur plusieurs années. Et il le faut. Moi, je pense qu'on est arrivé à un stade de la carrière de Jawan Jennings où il a prouvé vraiment beaucoup de choses et que les contrats consécutifs d'1 an, ça va devoir suffire et va falloir le signer pour le long terme parce qu'il le mérite, clairement. Et puis autant le signer maintenant à un tarif correct que si... Je sais pas, c'est une catastrophe, il y a un blessé de Debo ou Ayuk, il prend la place, il explose, il claque milliards l'année prochaine, ça ne coûtera pas le même prix. Et puis moi, j'ai quand même la sensation de plus en plus avec l'éclosion de Purdy, avec peut-être la baisse de productivité à la réception d'un mec comme George Kittle, que Jawan Jennings va prendre une place de plus en plus importante et que d'être un receveur 3, il va devenir l'équivalent, je pense en stats en tout cas, d'un 2 bis, quoi. Non, et puis il y a autre chose sur laquelle vous avez tout à fait raison. Il y a autre chose qu'il faut aussi prendre en compte aussi, c'est qu'on a aujourd'hui, avec la valeur de la NFL, les contrats marketing qui tournent autour de cette ligue, fait qu'aujourd'hui on a un cap space qui augmente considérablement quand même chaque année, de manière, je trouve, presque too much, ce qui fait que ça a un impact sur les contrats derrière. Donc quand on a un joueur qui représente une certaine valeur sûre, et qu'on a aménagé le cap de telle sorte à ce qu'on ait de la place pour le re-signer, moi j'ai tendance à être plutôt proactif, car quand bien même il garderait ce statut de wide receiver numéro 3, son salaire en égo ne sera pas le même dans 1 an, à cause du cap space et de l'impact qu'il joue derrière. Donc moi, j'ai envie d'être proactif vis-à-vis de ce genre-là. Signons-le à la valeur d'un receveur numéro 3 sur la base de l'année 2024, plutôt que d'attendre une année 2025 aux mêmes conditions, où derrière, vous allez voir qu'il y aura une flambée que je trouve inutile de payer. Donc, autant le payer dès maintenant. Je suis bien d'accord. Merci de nous avoir écoutés pour cet épisode débrief de la Free Agency. C'était le numéro 73. Voilà, on va revenir, je ne sais pas trop quand. Je pense que le prochain épisode, ce sera une présentation de la draft, à moins qu'il se passe quelque chose d'énorme d'ici là, que ce soit une re-signature ou un trade ou une blessure. On espère que non, ou quoi que ce soit. Mais sinon, on aura un épisode de présentation de la draft d'ici, je pense, peut-être 2 semaines, quelque chose dans le genre. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Ciao, ciao et go Niners. Salut, salut. Go Niners. Niners. Ciao, ciao. Come on.